Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Kinshasa, au Palais de la Nation, et notre invité est le président de la République, Félix Tshisekedi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Perelman. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, les élections sont bientôt, elles sont prévues le 20 décembre. On a entendu beaucoup de rumeurs sur un possible glissement. Est-ce que ce scrutin se tiendra bien le 20 décembre en temps et en heure? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que le financement est là? On a entendu le président de la commission électorale dire qu'il manquait 300 millions de dollars. Oui. Bon, je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration, lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de la CENI pour signer le code de bonne conduite et faire les derniers réglages, on va dire, pour ces élections. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc, c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. Alors la campagne pour ces élections présidentielles et législatives, elle débute ce dimanche matin. Oui. Et on sait qu'il y a de nombreuses interrogations, Monsieur le Président, sur la fiabilité du fichier électoral. L'opposition dit qu'il pourrait y avoir plusieurs millions d'électeurs fictifs. Est-ce que le scrutin pourra se dérouler sereinement? On sait notamment qu'il n'y a pas eu d'audit indépendant de ce fichier. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs? Dans quel but? Je ne comprends pas très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections, ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens de l'opposition. Et en plus, la CENI a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tout bord, des personnalités crédibles, dont la réputation n'est pas à remettre en cause. La probité n'est pas à remettre en cause. Il y a la question des électeurs de l'Est et notamment du Nord Kivu. Le 20 octobre, en Conseil des ministres, vous avez appelé le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour que tous les Congolais puissent voter, compte tenu de ce que vous avez appelé la libération progressive des territoires de Massissi et de Rutshuru, au Nord Kivu. Mais depuis, les rebelles du M23 ont repris du terrain. Est-ce que cela veut dire que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires? Malheureusement. Malheureusement, pour Rutshuru et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ. On verra combien seront à l'arrivée. Alors, c'est une élection à un tour. Donc, est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin? Bon, je reste serein, modeste. Moi, ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ce qu'ils font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous vous sentez le favori? Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler.
Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin. Ça, il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, après 5 ans de ma présidence, presque 5 ans, me le disent très clairement. Les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion, par exemple, aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B, par exemple. Donc, c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait devant le Parlement, mais certains de vos opposants, évidemment, ne sont pas d'accord. Moïse Katumbi... C'est le rôle de l'opposition. Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katumbi parle de coupures d'électricité incessantes. Martin Fayulu, Denis Mukwege dénoncent la corruption des élites du pays. Est-ce que c'est de la pure opposition ou est-ce que, malgré tout, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption? Mais les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique là maintenant qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa, et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%, et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Alors il y a une affaire qui défraye la chronique, c'est celle du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Pujakera. Il est détenu depuis 2 mois en prison, il est accusé de diffusion de fausses informations, il risque 10 ans de prison. Alors il est accusé d'être à l'origine d'un rapport interne de l'ANR, donc les services secrets, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet de Chérubin Okende, qui est un proche de Moïse Katumbi. Le journaliste, l'association Reporters sans frontières, nie toute manipulation. Monsieur le Président, pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste? Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que... ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stanis Pujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne Chérubin, le malheureux Chérubin Okende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'Ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces,
qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire... Ce journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'était peut-être ça le but. Alors, il y a un mois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord, mais guerre directe. À qui la faute? Donc, nous sommes Est-ce qu'on est au bord les d'une victimes. guerre, Monsieur le Président? Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc, on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitshanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne le feront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FARDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant? Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900? Par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité
étrangères, hein, ou que ce soit qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre? Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Et pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là, les joueurs sont là en train de jouer, et lui, il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit, non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Rutshuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Donc l'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables, il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc vous voyez que ce n'est pas lié du tout à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus à Kinshasa. Et merci à vous de nous suivre sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.